Mira Nechama, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J. Merci Lise. Alors Mira, vous êtes une des spécialistes entre guillemets, je mets entre guillemets parce que vous êtes la seule peut-être ou presque à faire ça, de la méditation juive. C'est vous qui l'avez remise au goût du jour voici quelques années. C'était à Paris. Entre-temps, vous êtes parti vivre en Israël. Là, vous êtes de passage et on profite de votre passage pour que vous nous rappeliez ce qu'est la méditation juive. Merci Lise. La méditation juive, c'est un monde très vaste qui regroupe des techniques kabbalistiques, des techniques chassidiques. Les plus connues, c'est l'Aïd-Bodedut par exemple, et j'ai entendu dire par mes élèves qu'on commence à en parler plus largement dans le monde juif parisien. Il y avait quelque chose sur Torah Box là-dessus, sur l'Aïd-Bodedut, il y a pas longtemps. Et je tiens juste vraiment à rappeler que... Qu'est-ce que l'Aïd-Bodedut, même si on sait ce que c'est en hébreu? Oui. Ouais. L'Aïd-Bodet, c'est s'isoler soi-même. Oui. Donc il y a différents types d'Aïd-Bodedut. Il y a l'Aïd-Bodedut de la chassidique moderne qui consiste à s'isoler des autres, à partir de préférence dans la nature et à parler avec le divin, à épancher son âme. C'est vraiment à mi-chemin entre la prière et la psychanalyse, si on veut. Mais il y a des Aïd-Bodedut antérieures, médiévales, par exemple de l'Aboulafia, et qui correspondaient, qui consistaient dans le fait d'écrire et de permuter les lettres du nom divin, mais toujours en commençant par s'isoler, et dans le silence comme ça, et dans des préparations introspectives assez intenses. Donc, comment êtes-vous tombé entre guillemets sur cette histoire de méditation juive dont on ne parlait pas il y a quelques années? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup vous avez découvert un univers dans ce domaine? Ouais, complètement par hasard, comme toutes les bonnes choses. Oui. Il y a l'histoire chassidique du trésor qui était sous le four de Itzik, le Yédélé. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Non, mais vous allez nous la raconter. Qui rêve d'un trésor qui est enterré dans la ville des Goïm, dans laquelle il n'a pas le droit d'entrer. Et il rêve une fois, il rêve deux fois, il rêve trois fois. Et la troisième fois, comme il sait que dans la Yahadout, dans le judaïsme, un rêve, c'est une partie de la prophétie, ça a une part de prophétie, il se dit, bon, il doit y avoir quelque chose là-dedans, j'y vais. Il voit, et je vous passe les détails, il fait ce long voyage, etc. Il arrive à cette ville, il reconnaît tout, comme dans son rêve. Et il voit un garde. Donc, il n'ose pas s'approcher, il attend. Puis au bout d'un moment, le garde lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches, toi, le juif? Et il lui dit, ben voilà, il est tellement pur comme ça qu'il lui dit la vérité, j'ai rêvé de ce trésor. Et le garde lui dit, mais vous êtes vraiment bête. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor enterré sous le four de Yitzhak le juif, et tu crois que je vais aller dans le shtetl des Yédélé pour des juifs pour aller voir. Et du coup, Yitzhak, il comprend. Et il retourne en courant chez lui, il trouve le trésor chez lui. Donc tout ça, c'était une parabole pour expliquer que, comme beaucoup de juifs, je suis allée chercher ailleurs dans la méditation parce que je cherchais du calme, je cherchais du silence, je cherchais des techniques contemplatives, introspectives. Et à l'époque, en France, il n'y avait pas grand-chose de disponible. Et je faisais une thèse, en fait, sur les juifs qui font de la méditation. Et à travers, comme ça, les hasards des rencontres de la thèse en Israël et aux États-Unis, j'ai rencontré des gens qui pratiquent la méditation juive, des livres aussi. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, en fait, qui a toujours accompagné la culture juive, mais qui était vraiment ésotérique. C'est ça. Caché. Et que, en fait, ça fait longtemps qu'il y a ce revival. Il est plus lent en France, mais ça a commencé dans les années 70. Mais c'est très lent en France. Enfin, je veux dire, on en a surtout entendu parler avec vous. C'était il y a combien de temps? Il y a quelques années? 4-5 ans? En 2015, voilà. C'est ça, oui, déjà 7 ans. Et ça avait connu beaucoup de succès. Et puis le Zoom, la pandémie est passée par là. Après, vous avez fait en Zoom depuis Israël pour les gens qui étaient intéressés, pour votre public. Alors, la méditation chassidique, au sein de la méditation chassidique, il y a ce qu'on appelle la hashkata. De quoi s'agit-il? Hashkata, ça vient du mot shaket, shtika, donc le calme, le silence. C'est ma technique de méditation préférée parce qu'elle est très complète. C'est une technique en plusieurs étapes. On a des techniques de méditation, comme je vous disais, qui consistent vraiment à parler à Dieu, à s'adresser à Dieu. Il y a des techniques de méditation qui ressemblent au moussar, qui consistent à faire du tikkun midot, donc la réparation des traits de caractère, qui est très proche de la psychologie positive en fait. Et il y a des méditations introspectives qui consistent à observer nos pensées, qui sont proches de ce qu'on appelle la pleine conscience, la mindfulness. Et ce que j'aime dans la Hashkata, c'est qu'il y a ces trois techniques-là qui sont combinées. C'est un processus, c'est un talir comme ça. Elle était enseignée par le Piasetzner, le rebbe de Piaseczno en Pologne, qui était ensuite le rabbin du ghetto de Varsovie pendant la guerre. Zichrono Levracha, on connaît aussi comme le Hesh Kodesh du titre d'un de ses livres, Kalonimus Kalman Shapiro. Catherine Chalier a écrit des livres sur lui. Oui. Kalman Shapiro.
Et cette technique-là, on ne sait pas si c'est de lui qu'elle vient. On sait que lui, il l'enseignait, mais elle vient sûrement de générations antérieures. C'est juste que un des élèves qui a pratiqué avec lui, a écrit en fait. C'est pas la source écrite qu'on a de cette technique, c'est pas lui qui l'a écrite. C'est un compte rendu, c'est un témoignage, si vous voulez. Et elle consiste en fait en 3 étapes. La première étant Hashkata en soi, c'est-à-dire arrêter de bouger, arrêter de parler, regarder les pensées, laisser le système comme ça se calmer. Et à partir de là, à partir d'un espace plus ouvert qui se crée quand on médite, on va appeler une marshava chachel kedusha, une pensée de sainteté littéralement, donc un mot, un pasouk, pour se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Et puis ensuite, on va trouver une mida, un trait de caractère qu'on a envie de l'échapper, de l'étaken, d'améliorer, de guérir, de réparer, et appeler la mida antidote. Je vous donne un exemple très simple. J'ai tendance à être pessimiste, je vais appeler l'optimiste, et répéter ce mot-là dans la langue qui nous convient, un certain nombre de fois, comme ça, répéter intérieurement. Donc ça, c'est une méditation très différente que certains connaissent comme du mantra, par exemple. Nous, on n'a pas de mot pour mantra, mais c'est la même technique de répétition, parce qu'on sait, et aujourd'hui, en psychologie, les psychologues le disent, la répétition a un impact. Quand on répète quelque chose, quand on répète une intention, et les mots ont une énergie, et ça, c'est quelque chose que, dans la Torah, on sait depuis longtemps. Alors, je vois que vous travaillez à la fois pour Ténoua, mais également au consistoire. On vous reçoit on vous a reçu à la grande synagogue. Donc, en fait, cette méditation juive, est-ce qu'elle serait pour tous les courants du judaïsme ? Ah, mais je l'espère bien. Je pense que il y a un mouvement qui se passe aujourd'hui dans le monde et en France également, qui est d'aller au-delà des coupures dénominationnelles. Et pour moi, la méditation juive, c'est comme l'étude de la Torah, ça appartient à tout le monde. Et c'est une question de sincérité. Donc moi, personnellement, je suis inscrite dans le monde orthodoxe, on va dire, parce que je fais une smicha, donc je suis élève rabbinique dans une yeshiva orthodoxe à Jérusalem qui donne l'ordination aux femmes. On va dire que c'est le cadre institutionnel dans lequel je me situe. C'est-à-dire que vous souhaitez devenir rabbin ? Non, paradoxalement, j'ai fait ces études parce que j'avais envie d'étudier la Torah et que c'était un bon programme. J'ai aucune intention d'être à une tête de communauté ou quoi que ce soit. Mais c'était juste pour vous expliquer le cadre institutionnel dans lequel je me situe. Mais c'est très important pour moi de pas être enfermée dans un cadre, et c'est aussi pour ça que je veux pas être rabbin d'ailleurs, parce que je veux pas représenter l'institution, et de travailler avec tous les courants. Vraiment de travailler avec tous les courants, c'est très important pour moi. Et les gens qui viennent chez moi, qui pratiquent avec moi, il y a des gens qui sont complètement pas du tout religieux. Il y a des gens qui s'autodéfinissent comme libéraux, il y a des gens qui s'autodéfinissent comme laïcs aussi. Laïcs, et ça c'est très important. Et je pense que ça ouvre les portes du judaïsme à des gens qui croient que soit on est religieux, soit on peut pas être proche. Bien sûr. Le chesed dans tout ça. Le chesed. C'est un des 3 piliers sur lesquels repose le monde, selon les Pirkei Avot, et c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel à mon sens, qu'il est important et urgent de cultiver aujourd'hui. Et on nous dit que le klal gadol b'Torah, le plus grand principe, c'est va'afta l'aracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour incarner ce principe, parce que c'est une belle parole, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et les techniques méditatives, elles sont là pour nous aider à cultiver des dispositions. Et ici, en l'occurrence, je pratique toutes les semaines avec mes élèves sur Zoom une méditation de chesed, donc de amour, bienveillance, parce que chesed, c'est un mot on en a besoin qui n'a pas d'équivalent en français, exactement, on en a tellement besoin, et qui consiste en fait dans le fait de répéter des brachot, des bénédictions, basées sur la Birkat Kohanim, qu'on le sache ou non, on reçoit, chacun d'entre nous, on les reçoit tous les jours, ces bénédictions, puisque soit les Kohanim en Israël, ou soit les Shlichet Tzibur, ceux qui disent la prière tous les matins, disent voilà, ces bénédictions qui nous souhaitent d'être bénis, d'être protégés, d'être éclairés, de recevoir la grâce et d'être en paix. Tout simplement. Et en fait, si on répète ces intentions-là, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, une énergie nouvelle qu'on apporte dans le monde et qui m'apparaît très importante. Oui, surtout, comme on le dit... Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Alors, vous préparez pour cet été une retraite d'été. Où, quand, comment ? C'est une retraite shabbatique qui va avoir lieu à 1h30 de Paris, dans un très beau domaine dans la campagne, qui va être cachérisé. On a déjà fait un modèle réduit comme ça de ça l'année dernière. Il y a eu un très très grand succès. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver pour Shabbat et de vivre la spiritualité du Shabbat dans toutes ses dimensions.
pas seulement dans l'esprit de la tradition juive, mais aussi dans qu'est-ce que c'est qu'être juif au XXIe siècle. C'est-à-dire, si je peux parler pour moi, par exemple, j'ai besoin aussi de faire du yoga, j'aime marcher dans la nature, faire de la mindfulness, de la pleine conscience, etc. Donc ça, qui correspond à qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui au XXIe siècle, et se connecter à la tradition juive, c'est-à-dire, voilà, on va avoir des séances d'études, de tfila, de la prière le matin, on va avoir évidemment Kabbalat Shabbat, on va avoir un atelier challah, parce que pour moi, faire à manger et faire la challah, c'est quelque chose de très spirituel et qui participe. Vous la faites toutes les semaines? Je vous avoue que non, pas toutes les semaines, mais je me marie à nouveau bientôt et je me suis dit, voilà, dès que je me marie, ça y est, toutes les semaines, il y aura challah. Bah, Mazel Tov, alors, c'est bien, oui. Ouais. C'est important, évidemment. Ouais. Donc, il y aura un office traditionnel quand même. Ouais, parce que le but, justement, pour que quelque chose soit complètement inclusif, il faut que ce soit dans le respect de la cacheroute et du Shabbat. Et il faut que les sensibilités, même les plus orthodoxes, puissent se sentir à l'aise. Donc, l'office sera traditionnel et ouvert pour que tout le monde puisse participer. Donc, du 30 juin au 3 juillet. Mais il y aura quand même une mechitza entre les hommes et les femmes. Il y aura une séparation. Ouais, il y aura une mechitza. Il y aura ce qu'on appelle aujourd'hui une trichitza, c'est-à-dire un espace mechitza et puis un espace à côté pour ceux qui veulent être mélangés, pour justement être vraiment inclusifs. Ah oui. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, ça va dans le sens de ce que vous faites. Quand je disais tout à l'heure que vous étiez accueillis dans toutes les facettes de la communauté juive, dans tous les milieux. Donc là, il y aura, comment ça s'appelle? Trichitza. Trichitza. Voilà, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. J'ai bien fait de venir. Alors, un dernier mot avant qu'on termine en musique avec un très, très beau nigun. Vous avez prononcé plusieurs fois le mot psy. C'est important dans la méditation. Vous vous sentez proche de la psychologie et de la psychanalyse? C'est une très bonne question, Lise. Je pense que j'ai prononcé ce mot pour donner des points de repère aux gens. Et parce que, effectivement, la méditation est assez proche de ce que fait la thérapie, c'est-à-dire qui apporte une sorte de réparation de l'être et un bien-être profond. Avec justement la spiritualité en plus. Mais il y a des ponts. Il y a des ponts, bien sûr, bien sûr. Formidable. Pour être en contact avec vous, vous avez un site, une page Facebook, j'imagine. On va sur quoi, Mira? Page Facebook Neshama. Le site, c'est miraneshama.com, qui n'est pas à jour, mais il y a une newsletter, donc les gens peuvent s'inscrire et être en contact. Et puis, voilà, il y a tous les détails. Voilà. Mira Neshama, merci d'avoir été avec nous. Et on va se quitter sur un nigun magnifique, un happy nigun, interprété par Denis Cugnot, qui est un grand pianiste klezmer. On écoute.